Dis bonjour au requin de ma part, murmura ma belle-fille Lorraine en me poussant par-dessus la rambarde tribord. Mon fils Christopher se contenta de regarder, bras croisés, un sourire aux lèvres comme s'il avait déjà dépensé mon argent. Il pensait qu'en me noyant dans l'Atlantique, il mettrait la main sur les 2,4 milliards de dollars de l'empire bâti par mon défunt mari. Mais quelques heures plus tard, quand ils franchirent le seuil de notre demeure de Newport, j'étais assise dans le grand fauteuil en cuir que Victor m'avait offert 30 ans plus tôt, un verre de leur whisky préféré à la main, et un cadeau très spécial qui les attendait. Je m'appelle Eleanor Whitmore, 68 ans bien tassés, et voici l'histoire de ce mercredi apparemment banal qui s'est transformé en la semaine où je suis morte, pour mieux revenir, plus déterminée que jamais. Tout avait commencé de la façon la plus innocente. Christopher m'avait appelé personnellement, sans passer par son assistante, premier signal d'alarme que j'ai ignoré. « Maman, viens fêter ta guérison sur le nouveau yacht. Rien que nous trois. En famille. » 6 semaines après mon opération du genou, j'étais seule et vulnérable. Depuis le décès de Victor il y a 18 mois, qui m'avait légué la totalité de la fortune Whitmore Shipping, mon fils et sa femme s'étaient peu à peu éloignés. Froid. Avide. J'ai enfilé la robe de soie émeraude que Victor adorait et je me suis fait conduire jusqu'à la marina. Le yacht 15 mètres de fiberglass blanc arrogant baptisé Second Chance brillait sous le soleil. Christopher m'a serré dans ses bras comme un candidat en campagne. Le sourire de Lorraine aurait pu trancher du diamant. Les mimosas coulaient à flots. Très vite, la conversation a glissé sur la mise à jour de mon testament, la simplification des trusts, la nécessité de me protéger de moi-même. Lorraine ne cessait de tourner son téléphone, me filmant tout en faisant semblant de prendre des selfies. Puis Christopher a prononcé les mots qui m'ont glacé le sang. « Maman, on s'inquiète pour ta mémoire ces derniers temps. » Ma mémoire? Je peux encore réciter les horaires de la flotte de Victor de 1998, les yeux fermés. Mais là, tout s'est éclairé. Les procurations qu'il m'avait fait signer à l'hôpital, le conseiller financier qui ne répondait plus, l'isolement savamment organisé. J'ai demandé à rentrer au port. Le masque de Christopher est tombé d'un coup. Ce ne sera pas possible, maman. Lorraine s'est approchée, voix douce et poison. Les vieilles dames tombent à l'eau tout le temps. C'est tellement tragique. L'instant d'après, j'étais en l'air robe, perles et tout le reste plongeant dans une mer glaciale. Tandis que le yacht filait à l'horizon, j'ai enlevé mes talons et lutté contre les vagues. C'est alors qu'un chalutier de pêche abîmé par les ans est apparu au loin, et que tout a basculé. Le froid. Voilà le seul souvenir qui domine. Un froid qui vous transperce les os, qui vous brûle les poumons. Ma robe de soie émeraude m'entraînait vers le fond comme une ancre. Je suis remontée à la surface, crachant de l'eau salée, et j'ai vu le Second Chance rapetisser jusqu'à n'être plus qu'un point blanc à l'horizon, mon propre fils à la barre, m'abandonnant au requin. Et puis j'ai entendu un moteur. Pas celui du yacht. Un bruit rauque, honnête. Le Lucky Lucy, un vieux chalutier de 40 ans qui sentait le homard et le gazole, fendait les vagues. À la rambarde se tenait un capitaine aux cheveux d'argent vêtu d'un ciré et une adolescente couverte de taches de rousseur avec des yeux qui lançaient des éclairs. « Attrapez la corde !» hurla le capitaine. Des mains solides me hissèrent par-dessus le bastingage. Je m'effondrai sur le pont, vomissant l'Atlantique. « Madame, qu'est-ce qui vous est arrivé, bon sang ?» demanda le capitaine Marcus, Hale en m'enveloppant dans une couverture qui puait le café et le diesel. Sa petite fille Sophie me fixait, bouche bée. « C'est vrai. » Le visage de Marcus s'est durci. Il en avait assez vu pour me croire. Quand je l'ai supplié de ne pas encore prévenir les gardes-côtes, il a compris. Certains ennuis sont plus gros que l'océan, grognatait-il avant de transmettre un faux message, débris seulement. Ils m'ont conduite dans une crique cachée près de Jamestown où la sœur de Marcus, Ruth, tenait une auberge discrète, paiement en liquide uniquement, baptisée Lanterne. Ruth m'a regardée, trempée et misérable, m'a tendu des vêtements secs et a mis une bisque de homard à chauffer sans poser une seule question. Pendant que Christopher et Lorraine levaient sans doute leur verre à mon tragique accident, j'étais dans la cuisine de Ruth, en train de préparer ma vengeance. Marcus a promis de surveiller la marina. Sophie, 17 ans et déjà révoltée pour moi, s'est portée volontaire comme espionne ninja. À la tombée de la nuit, j'avais des alliés, un toit, et une question qui me brûlait. Depuis combien de temps tramait-il mon meurtre? J'ai emprunté l'ordinateur préhistorique de Ruth. Les sites d'information affichaient déjà le drame.
l'héritière milliardaire Eleanor Whitmore présumée noyée après être tombée du yacht familial. Citation larmoyante de Christopher sur ma « confusion récente ». Photo de Moeller perdu à son dernier anniversaire, cliché qu'ils avaient orchestré. Mon avis de décès était déjà rédigé. J'ai refermé l'ordinateur, et pour la première fois depuis ma chute, j'ai souri. Ils voulaient une morte? Très bien. Je vais leur en donner une, mais pas comme ils l'imaginaient. Demain, j'allais assister à mon propre enterrement. Ce que j'allais y découvrir allait me briser le cœur une seconde fois, et révéler le premier traître de mon entourage. Le lendemain matin, j'étais morte, et pourtant bien vivante, cachée derrière un bosquet de cèdres à l'entrée du cimetière de Newport. Jumelles empruntées à Marcus en main, un chapeau de paille enfoncé jusqu'aux yeux, j'observais mon propre enterrement. Le cercueil était magnifique, acajou poli, poignée en or, couronne de roses blanches qui avait dû coûter une fortune. Vide, évidemment. Christopher et Lorraine se tenaient au premier rang, tous de noir vêtus, parfaitement coordonnés. Lorraine tamponnait ses yeux secs avec un mouchoir en dentelle. Christopher serrait les mains, recevait les condoléances, jouait le fils anéanti à la perfection. Oscar garanti. Des gens que j'aimais étaient là. Ma voisine Patricia pleurait pour de vrai. Mes amis du club de lecture. Même le docteur Alvarez, qui m'avait opéré du genou, avait fait le déplacement. Tous venaient me dire au revoir, et mes assassins encaissaient leur peine comme un dû. Mais ce qui m'a transpercé le cœur, c'est l'absence de certains. Où était Richard Lang, mon conseiller financier depuis 25 ans? Où était Patricia Coleman, mon avocate, qui gérait mes trusts depuis la mort de Victor? Où était mon comptable, Stephen Moral? 3 personnes qui auraient dû être en première ligne pour l'enterrement d'une cliente à 2,4 milliards de dollars, et qui brillaient par leur absence. Marcus, accroupi à côté de moi dans les buissons, a murmuré, trop occupé à compter votre argent, peut-être. J'ai baissé les jumelles. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Christopher et Lorraine n'avaient pas pu monter ça tout seuls. Quelqu'un de l'intérieur leur donnait les clés, accès aux comptes, aux documents, aux failles juridiques. Après la cérémonie, j'ai regardé mon fils et ma belle-fille serrer des mains, embrasser des joues, écourter les questions un peu trop précises. Puis ils sont montés dans la limousine noire et ont filé vers la maison, ma maison, celle que je leur avais cédée, pour simplifier les choses. Cette nuit-là, à 2h17 précises, j'ai tourné la clé que Christopher n'avait jamais pensé me réclamer et je suis entrée chez moi comme une voleuse. Les meubles du salon étaient recouverts de housses, mais il y avait du neuf, un canapé en cuir italien hors de prix, un bar en marbre que je n'avais jamais vu. Dans la cuisine, le frigo était rempli de produits bio, de fromages importés, de bouteilles de vin à 800 $. Quelqu'un vivait ici. Régulièrement. Et puis j'ai poussé la porte du bureau de Victor. Ce que j'y ai découvert m'a fait vaciller. Sur le bureau, des chemises intitulées « Projet Eleanor ». Des timelines. Des rapports médicaux falsifiés. Des photos de Moeller perdus, prises à mon insu. Et au milieu de tout ça, une signature qui revenait sans cesse, SM. Stephen Moral. Mon comptable. Le traître avait un visage. Et pendant que je photographiais tout avec l'appareil jetable de Marcus, une voiture s'est garée devant la maison. Il rentrait plus tôt que prévu. J'ai figé sur place dans le bureau de Victor, l'appareil photo jetable à la main, les preuves du « projet Eleanor » étalées devant moi. Dehors, les phares d'une voiture ont balayé les fenêtres. Portière qui claque. Voix familière. Christopher et Lorraine rentraient. Je n'avais plus que quelques secondes. J'ai tout fourré dans mon sac, les dossiers, les photos, la timeline macabre et je me suis glissée vers l'arrière de la maison. Mais en passant devant la nurserie que Victor et moi avions fermée après le départ de Christopher, j'ai entendu un pleur de bébé. Un bébé. Mon fils et ma belle-fille n'avaient jamais parlé d'un enfant. Jamais. Ils disaient toujours « on n'est pas prêt, trop de voyages, la carrière avant tout ». J'ai poussé la porte. Une veilleuse en forme d'étoile projetait une lumière douce sur un berceau tout neuf. À l'intérieur, un nourrisson de quelques semaines, poings serrés, qui pleurait doucement. Mon cœur s'est arrêté. J'ai pris une photo rapide, le flash éclairant la pièce une fraction de seconde, puis j'ai filé par la porte de service juste au moment où la clé tournait dans la serrure de l'entrée. Dehors, dans le jardin, je me suis cachée derrière les rosiers que j'avais plantés moi-même il y a 25 ans. J'entendais tout.
L'avocat dit que lundi matin c'est bon, le testament falsifié passe crème, disait Christopher. Et SM a confirmé, les comptes seront débloqués dans 6 semaines, répondait Lorraine, déjà excitée. Puis la voix de Lorraine, plus basse, le bébé a encore pleuré. Il faut accélérer, on ne peut pas le garder éternellement avec une nounou qui pose des questions. Le bébé n'était pas un accident. Il faisait partie du plan. J'ai couru jusqu'au coin de la rue où Marcus m'attendait, moteur allumé. T'as vu un fantôme ou quoi? A-t-il demandé en me voyant grimacer. Pire. J'ai vu mon remplaçant. Dans le pick-up, j'ai tout raconté. Les dossiers, les faux diagnostics de démence, les photos truquées, la signature de Steven Moral partout, et le bébé dont personne ne connaissait l'existence. Marcus a serré le volant si fort que ses phalanges ont blanchi. Ils ont acheté un gosse. Ou pire, ai-je répondu en sortant les photos de l'appareil qu'on a fait développer dans une boutique de Newport qui ne pose jamais de questions. La dernière photo m'a coupé le souffle. Un acte de naissance plié sous les dossiers. Nom, bébé Whitmore. Mère, Lorraine Whitmore. Père, Christopher Whitmore. Date de naissance, il y a 3 semaines. Lorraine était sur le yacht avec moi il y a 5 jours. Elle n'avait pas accouché. L'acte était un faux. Le bébé était un faux héritier. Et quelqu'un, quelque part, avait vendu un enfant pour compléter leur arnaque parfaite. Mais qui était la vraie mère? Et où était-elle maintenant? Demain, je vais engager un détective privé et découvrir jusqu'où descend ce puits de corruption. La réponse risque de me glacer le sang. Le lendemain matin, j'ai pris une décision qui m'a surprise moi-même. Je vais les suivre, ai-je annoncé à Marcus et Ruth autour de la table du petit déjeuner. Pas question de découvrir qui est ce bébé et qui est vraiment SM. Marcus a failli s'étouffer avec son café. Vous êtes folle? S'il vous voit, il me croit morte. C'est mon meilleur camouflage. Ruth, qui écoutait en silence tout en tricotant, a posé ses aiguilles. Il y a un détective privé à Newport qui me doit une grosse faveur. Léo Bennett. Ancien flic de la brigade financière. Discret, efficace, et il déteste les riches qui tuent leurs parents. 2 heures plus tard, j'étais dans le bureau de Léo au-dessus d'un lit qui sentait l'ail et le pastrami. J'ai vidé mon sac, la chute du yacht, les dossiers, les faux médicaux, le bébé mystère, la signature SM partout. Léo, la cinquantaine grisonnante, cicatrice sur la joue, m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il a simplement dit « Vous payez comment? Vos comptes sont gelés. » J'ai sorti une enveloppe épaisse. Liquidité. Victor m'avait fait cacher de l'argent pour les vraies urgences. Léo a compté les billets, hoché la tête et pris le dossier photo. Son regard s'est arrêté sur la signature SM. Cette écriture, je la connais. Il a sorti une loupe. Boucle très particulière sur les T. C'est celle de Sandra Moral, associée chez Moral et Pierce, cabinet spécialisé dans les successions des ultra-riches. Mon estomac s'est noué. Steven Moral, mon comptable, était marié à Sandra Moral, la femme qui gérait désormais les plus gros patrimoines de Rhode Island. Léo a continué. Sandra Moral a un business très spécial. Elle repère les veuves ou veuves âgées, fortunées, avec des enfants ingrats. Elle propose aux enfants un plan de transition familiale accéléré. En clair, elle fabrique des preuves de démence, pousse à la tutelle, et si la personne résiste, accident. Elle a déjà fait ça au moins 8 fois. Jamais condamnée. Toujours propre. 8 meurtres déguisés. J'ai senti la rage monter. Ce n'était pas seulement mon fils. C'était une organisation. Léo a étalé de nouvelles photos. Sandra Moral en train de serrer la main de Christopher devant un café de Providence, puis entrant dans une clinique privée ultra discrète spécialisée dans les mères porteuses pour clients fortunés. Votre fils et votre belle-fille ont commandé un bébé sur mesure il y a 9 mois. Profil génétique proche du leur, naissance programmée, acte préparé à l'avance. La mère biologique s'appelait Kayla Rivera, 17 ans, fugueuse du New Jersey. Selon mes contacts, elle est décédée des suites de complications il y a 3 semaines. J'ai fermé les yeux. Une adolescente morte. Un bébé acheté. Une grand-mère jetée à la mer. Léo a conclu, demain à 11 heures, ils ont rendez-vous avec Sandra Moral pour signer le transfert définitif de vos 2,4 milliards. J'ai souri froidement. Parfait.
Il est temps qu'Eleanor Whitmore ressuscite. Demain, je vais hanter mes assassins avant de les détruire. Mais d'abord, j'ai une nounou à rencontrer, et un petit-fils à sauver. Le jour de la résurrection, j'ai choisi la guerre psychologique. Pendant que Christopher, Lorraine et Sandra Moral étaient dans le centre de Providence à signer les papiers qui devaient transférer officiellement mes 2,4 milliards sur leur compte, moi, j'étais à la maison, ma maison, avec la nounou. Elle s'appelait Megan Doyle, 35 ans, mère célibataire, infirmière pédiatrique irréprochable. Léo avait vérifié, elle n'avait aucune idée de la provenance du bébé. Pour elle, c'était simplement un couple en deuil qui avait besoin d'aide après une naissance discrète. À 10h12 précise, j'ai sonné à ma propre porte. Megan a ouvert, un biberon à la main, et m'a regardé comme si le diable en personne venait chercher son dû. Bonjour Megan. Je suis Eleanor Whitmore, la grand-mère du petit garçon que vous gardez. Elle est devenue blanche comme un linge. Mon visage était partout aux infos depuis une semaine, disparue en mer. Présumée morte. Vous êtes. Oui. Apparemment, la mort m'a rendue plus ponctuelle. Je peux entrer? Elle s'est écartée machinalement. Dans le salon, le bébé et mon petit-fils volé gazouillaient dans son transat, parfait, avec ses cheveux noirs et ses grands yeux sérieux. Je me suis assise près de lui et j'ai murmuré « Bonjour, mon trésor. Je suis ta vraie mamie. » Megan tremblait. J'ai sorti les photos, les dossiers, l'acte de naissance falsifié, les preuves de la clinique, le décès suspect de Kayla Rivera. En 10 minutes, elle pleurait. En 20 minutes, elle était de mon côté. Ils m'ont dit que la mère était une amie qui ne pouvait pas garder l'enfant. A-t-elle sangloté? La mère s'appelait Kayla. Elle avait 17 ans. Et elle est morte pour que mon fils et ma belle-fille aient un héritier crédible. Megan a hoché la tête, déterminée. Dites-moi ce que je dois faire. Continuez à travailler comme si de rien n'était. Prenez des photos, enregistrez tout, notez chaque visite. Et surtout, protégez-le. À 11h47, pendant que Christopher, Lorraine et Sandra levaient leur verre au cabinet d'avocat, un coursier a déposé une enveloppe au milieu de leur table. Dedans, une carte sur papier crème, mon écriture élégante. Chers enfants, les rumeurs concernant ma mort ont été grandement exagérées. Nous devons parler. Bisous, maman. PS. Embrassez le petit Robert Kayla de ma part. Il est magnifique. Léo, posté en face avec un téléobjectif, m'a raconté la scène plus tard, les trois ont blanchi en même temps. Sandra Moral a renversé son café. Lorraine a hurlé. Christopher a regardé autour de lui comme s'il voyait des fantômes. Le premier coup était porté. Et ce soir, quand ils rentreraient à la maison, pour se rassurer mutuellement que tout allait bien. Je serai là. Assise dans le fauteuil de Victor. Avec le bébé dans les bras. Et toutes les preuves prêtes à les enterrer. 18h42. La maison était silencieuse. Seul le tic-tac de l'horloge du hall résonnait. J'étais assise dans le grand fauteuil en cuir de Victor, le bébé Robert Kayla endormi dans mes bras, Megan postée en retraite avec son téléphone prêt à filmer. Les enregistreurs cachés par Léo tournaient dans chaque pièce. La porte d'entrée s'ouvrit brutalement. Christopher et Lorraine entrèrent, encore pâles après la carte de ce midi. Quand ils me virent, Lorraine poussa un hurlement qui aurait fait fuir les mouettes du port. Christopher lâcha ses clés, bouche ouverte, comme s'il voyait vraiment un revenant. « Bonsoir, mes chéris », ai-je dit calmement en caressant la tête du bébé. La réunion avec Sandra Moral s'est bien passée? Vous n'avez rien signé d'irrévocable, j'espère. Lorraine recula contre le mur. Tu es morte. Apparemment pas assez. J'ai lu mon éloge funèbre, très touchant. Les dons à la recherche sur Alzheimer? Vraiment subtil. Megan s'avança, nerveuse. Madame Whitmore m'a demandé de sortir le bébé. Elle voulait rencontrer son petit-fils. Son petit-fils. Lorraine suffoqua. J'ai levé l'enfant pour qu'il le voie bien. Bonjour Robert Kayla. Je suis ta vraie grand-mère. Celle qui ne t'a pas acheté avec le sang d'une adolescente. Christopher retrouva enfin sa voix. Maman, la garde côtière a cherché. Ils ont cherché des débris, pas une survivante. Drôle de détail quand personne ne signale officiellement une disparition en mer,
Tu ne trouves pas? J'ai regardé Lorraine droit dans les yeux. Alors, dis-moi, ma chérie, quand exactement as-tu accouché? Parce que sur le yacht, il y a 5 jours, tu n'avais pas du tout l'air d'une femme qui venait de mettre un enfant au monde 3 semaines plus tôt. Silence de mort. J'ai continué, voix douce comme une lame. Kyle arrivera. 17 ans. Fugueuse. On lui a promis 50 000 $ pour porter l'héritier parfait. Elle est morte de complications le jour de l'accouchement. Pratique, non? Christopher devint livide. Lorraine tenta de reprendre la main. Prouve-le. Oh, ma chérie. J'ai souri. Megan, voulez-vous emmener Robert Kyla faire sa sieste? Les adultes doivent discuter. Quand la porte de la nurserie se referma, j'ai ouvert le dossier posé sur l'accoudoir et j'ai étalé les photos sur la table basse. Eux avec Sandra Moral, les virements à la clinique, les faux rapports médicaux, les 6 autres familles ruinées et endeuillées. Sandra Moral a déjà fait ça 8 fois. 8 personnes âgées accidentées après avoir été déclarées séniles. 8 héritages détournés. Vous êtes ses clients les plus ambitieux et les plus stupides. J'ai sorti le petit enregistreur numérique. Tout ce que vous venez de ne pas nier est enregistré. Légal dans le Rhode Island, une seule partie doit consentir. Devinez qui? Christopher murmura, qu'est-ce que tu veux? Tout. Mon argent. Ce bébé élevé avec la vérité. Sandra en prison à vie. Et vous allez vivre très longtemps avec ce que vous avez fait. Leur réponse allait arriver plus vite et plus violemment que prévu. Cette nuit-là, mon fils a pris le téléphone et commandé ma seconde mort. Ils n'ont même pas attendu 24 heures. À 5h47 du matin, mon téléphone jetable, celui que Léo m'avait donné, a vibré. C'était lui. Ils viennent de commander votre seconde mort. J'ai intercepté leurs appels toute la nuit. Ils ont contacté Sandra Moral et elle a passé un coup de fil à quelqu'un qu'ils appellent le nettoyeur. Professionnel, basé à New York. Il arrive par le premier vol. Spécialité, accident crédible, 0 trace. J'étais déjà debout, le cœur battant. Combien de temps? Il atterrit à 9h20. Il sera ici avant midi. Ruth a commencé à préparer des sacs sans poser de questions. Marcus est arrivé avec son pick-up, Sophie chargée de couverture et de provisions. En 15 minutes, nous évacuions vers une petite île privée au large de Narragansett que Marcus connaissait, une cabane de pêche accessible seulement par bateau, introuvable sur les cartes. Pendant le trajet dans l'aube grise, Léo a continué à m'envoyer les mauvaises nouvelles. Ce n'est pas seulement vous. Sandra Moral est en train de faire le ménage. Le nettoyeur a déjà un deuxième contrat, un témoin gênant qui posait trop de questions. Et j'ai peur que... Il n'a pas fini sa phrase. Que le bébé soit le suivant, ai-je complété, la voix blanche. Un nourrisson sans parents légaux, avec un acte de naissance falsifié, représente une bombe à retardement pour leur empire. Un simple accident domestique, fuite de monoxyde de carbone, incendie et plus personne ne poserait de questions. J'ai serré le téléphone si fort que mes jointures ont blanchi. Il faut récupérer Robert Kyla. Tout de suite. Léo a protesté, c'est du suicide. La maison est surveillée. Alors je vais leur donner exactement ce qu'ils attendent, moi, vivante, seule, et prête à négocier la vie du bébé contre mon silence. Le plan était fou, mais c'était le seul moyen. Megan, la nounou, avait déjà tout préparé de son côté. Caméra miniature dans chaque pièce, micro caché, issue de secours par l'ancienne entrée de service. Elle resterait dans la cave avec le bébé, prête à fuir si ça tournait mal. À 18h précises, j'ai remonté l'allée de ma propre maison, main en l'air, comme une condamnée qui se rend. Christopher a ouvert la porte, les traits tirés, les yeux injectés de sang. « Maman !» a-t-il commencé, et pendant une seconde j'ai cru entendre le petit garçon que j'avais élevé. « Je suis là, comme promis, » ai-je dit. « Où est Sandra Moral ?» Lorraine, derrière lui, ricanait nerveusement. « Elle arrive. Elle veut te parler. » Avant de régler le problème définitivement. Parfait. Dans moins d'une heure, la femme qui avait transformé le meurtre d'ancien en business model allait entrer dans mon salon, et tout avouer devant les micros du FBI que Léo avait activé en secret. Car oui, Léo Bennett n'était pas seulement un détective privé. C'était un agent fédéral infiltré depuis 2 ans. Et ce soir,
J'allais lui offrir Sandra Moral sur un plateau. Le piège est tendu. 19h03. Le salon de ma maison sentait le bois ciré et la peur. Sandra Moral est entrée comme si elle était déjà propriétaire des lieux. Tailleur impeccable, cheveux noirs tirés en arrière, sourire de requin. Elle a tendu la main. Madame Whitmore. Ravie que vous ayez survécu à votre petit accident nautique. Nous avons tant à nous dire. J'ai ignoré sa main. Je préfère qu'on en vienne directement au meurtre, merci. Elle a ri, s'est assise dans mon fauteuil préféré et a ouvert une mallette en cuir. Vous avez créé pas mal de désordre pour mes clients. Christopher et Lorraine avaient suivi mes instructions à la lettre, et pourtant vous voilà, vivante, curieuse et extrêmement gênante. J'ai gardé une voix glaciale. Combien, Sandra? Combien de personnes âgées avez-vous aidé à accélérer leur succession? Elle a consulté son dossier comme s'il s'agissait d'un agenda banal. Ces 5 dernières années, 37 cas résolus avec succès. Des personnes dont l'existence prolongée causait un stress financier et émotionnel considérable à leur famille. Nous offrons un service discret, élégant, et surtout, définitif. 37 meurtres. Elle l'a dit comme on annonce le chiffre d'affaires d'une entreprise. Et moi, je serai la 38e? Non, ma chère. Vous serez la 39e. Nous avons dû régler un autre détail cet après-midi, un ancien collaborateur qui posait trop de questions. Elle a souri. Mais pour vous, j'ai prévu quelque chose de spécial. Une fuite de monoxyde dans cette vieille maison, tragique. Et le bébé, évidemment, n'y survivra pas non plus. Un héritier sans parents légaux, avec un acte de naissance douteux? C'est un risque inutile. Christopher et Lorraine, assis sur le canapé, étaient pétrifiés. Pas un mot. Pas un regard vers moi. J'ai souri à mon tour. Sandra, il y a une chose que vous devriez savoir. Laquelle? Vous êtes en état d'arrestation. À cet instant précis, toutes les portes ont explosé en même temps. Des agents du FBI en gilet pare-balles ont surgi de partout. Salon, cuisine, escalier, cave. Megan est montée avec Robert Kayla sain et sauf dans les bras. Sandra Moral. A tonné l'agent spécial Rivera. Vous êtes en état d'arrestation pour complot de meurtre, fraude, abus sur personnes âgées et association de malfaiteurs. Sandra a tenté de fuir vers la cuisine. Elle n'a pas fait 3 mètres. Menottes. Visage contre mon parquet. Christopher et Lorraine se sont levés d'un bond, mais 2 agents les ont plaqués au sol à leur tour. L'agent Rivera s'est tourné vers moi, un sourire fatigué aux lèvres. Madame Whitmore, c'était extrêmement risqué. Mais sacrément efficace. Léo Bennett, l'agent Bennett, est enfin sorti de l'ombre. On la traque depuis 2 ans. Elle était trop prudente. Jamais de preuves directes, jusqu'à ce soir, où elle vient d'avouer 37 meurtres et 2 tentatives en cours sur enregistrement fédéral. Le salon s'est rempli de techniciens, de flash-photos, de scellés rouges. Je me suis approchée de Sandra, toujours à terre. 37 vies. Pour de l'argent. J'espère que ça valait le prix. Elle m'a craché dessus. Vous n'auriez jamais dû survivre à cette chute. J'ai essuyé ma joue. Et vous n'auriez jamais dû toucher à mon petit-fils. La maison était redevenue mienne. Mais la guerre n'était pas terminée. Il restait les procès, la vérité sur Kayla Rivera, et un petit garçon à protéger. Et surtout, une dernière surprise que même le FBI n'avait pas vu venir. Les mois suivants ont été un tourbillon de tribunaux, de caméras et de titres à sensation. Sandra Moral a été jugée la première. L'enregistrement de sa confession froide, 37 meurtres décrits comme de simples « résolutions de cas », a fait le tour des chaînes nationales. Le jury n'a délibéré que 4 heures. Coupable sur tous les chefs, meurtre, association de malfaiteurs, fraude, trafic d'enfants. Prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Quand le verdict est tombé, elle m'a fixé depuis le banc des accusés et a articulé sans son « Vous auriez dû rester morte ». Christopher et Lorraine ont craqué avant même l'ouverture de leur procès. Plaidé coupable pour éviter la peine de mort. Christopher a pris 25 ans. Lorraine 20. Le juge a refusé qu'ils soient dans le même établissement, vous avez déjà assez conspiré ensemble. L'enquête fédérale a explosé. 17 autres complices arrêtés, médecins légistes corrompus, avocats véreux,
infirmières payées pour falsifier des dossiers, même un juge de probate à Providence. Plus de 200 millions de dollars détournés à travers 6 États. Le réseau moral a été démantelé en moins d'1 an. Mais la plus belle victoire concernait Robert Kayla. Grâce aux tests ADN et aux témoignages accablants, l'adoption illégale a été annulée immédiatement. J'ai pu l'adopter légalement. La famille élargie de Kayla Rivera, retrouvée au Canada un cousin et une tante au Canada, a donné sa bénédiction par écrit. Nous voulons qu'il grandisse avec quelqu'un qui dira toujours la vérité sur sa maman courageuse. Au tribunal des affaires familiales, j'ai regardé la juge droit dans les yeux. Son prénom sera Robert Kayla Whitmore. Robert pour mon mari. Kayla pour la jeune fille de 17 ans qui a tout sacrifié pour lui donner une vie meilleure. Et Whitmore parce que c'est la famille qui l'élèvera dans la vérité, pas dans le mensonge. La juge, une femme d'une 60aine d'années qui avait suivi l'affaire depuis le début, a eu les larmes aux yeux. Accordé. Et que Dieu bénisse ce petit garçon. 5 ans plus tard. J'ai 73 ans. Robert Kayla en a 5. Il sait tout. Qui était sa vraie maman, comment ses parents biologiques adoptifs ont été manipulés par l'argent, et surtout qu'une grand-mère peut revenir d'entre les morts quand on touche à ce qu'elle aime. Ruth tient toujours son auberge, mais elle a ouvert une association pour aider les personnes âgées qui craignent pour leur sécurité familiale. Marcus continue ses sorties en mer, légende locale du « capitaine qui pêche les grands-mères dans l'Atlantique ». Et Léo Bennett m'envoie chaque année une carte de Noël avec les photos des nouveaux réseaux qu'il a contribué à démanteler. Quant à moi, je vis dans la maison de Newport, celle-là même où j'ai failli mourir 2 fois. Robert Kayla court dans le jardin où je plantais des roses. Nous allons sur la tombe de Kayla tous les ans. Il y dépose des fleurs et dit « Merci, maman ». La famille, ce n'est pas le sang. C'est choisir, chaque jour, de protéger ce qu'on aime. Et ça, personne ne pourra plus jamais me le voler. Fin? Non. Il reste une dernière révélation que même moi je n'avais pas vu venir. 5 ans plus tard, un matin de printemps, Robert Kayla, du haut de ses 5 ans, courait dans le jardin en criant « Mamie, il y a une lettre pour toi !» avec le tampon de la prison. Je l'ai prise, les mains soudain tremblantes. Expéditeur, Christopher Whitmore, pénitencier fédéral de haute sécurité. Je ne répondais jamais à ces lettres précédentes. Des pages et des pages de justification, de regrets larmoyants, de « j'ai été manipulé », de « Lorraine m'a forcé la main ». Je les jetais sans les ouvrir. Mais celle-ci était différente. Plus courte. Écrite d'une main rageuse. Maman, tu crois avoir gagné. Tu crois que tout est fini. Mais tu ignores la vérité sur papa. Victor n'est pas mort naturellement. Demande à Sandra Moral. Elle sait. Elle sait tout. Ton mari parfait n'était pas si parfait. Christopher. J'ai dû m'asseoir sur le banc près des rosiers. Victor. Mon Victor. Mort d'une crise cardiaque en 2020, en plein Covid, enterré dans l'intimité familiale. Personne n'avait posé de questions. Le soir même, j'ai pris contact avec l'agent Rivera du FBI. Elle a accepté de m'emmener voir Sandra Moral dans le parloir de la prison pour femmes de haute sécurité. Sandra avait vieilli de 20 ans en 5. Cheveux gris coupés courts, combinaison orange. Mais le sourire carnassier était intact. Alors, la veuve modèle vient enfin poser les bonnes questions. J'ai posé la lettre sur la table. Dites-moi la vérité sur Victor. Elle a éclaté de rire. Votre mari est venu me voir en 2019. Il voulait exactement la même chose que votre fils plus tard. Vous faire déclarer incompétente, vous mettre sous tutelle, et transférer la totalité de la fortune Whitmore sur un compte offshore dont il serait l'unique bénéficiaire. Il avait déjà tout prévu, les faux diagnostics, les médicaments pour vous embrouiller l'esprit, l'accident final si vous résistiez. J'ai senti le monde basculer. Il voulait me tuer. Non, ça c'est Christopher qui a ajouté cette touche personnelle. Victor, lui, voulait juste vous faire disparaître doucement dans une maison de retraite médicalisée pendant qu'il partait refaire sa vie à Grand Cayman avec sa maîtresse de 35 ans. Je n'arrivais plus à respirer. Sandra s'est penchée, voix basse, et puis il est mort avant d'avoir signé les derniers papiers. Crise cardiaque, ou empoisonnement à la digoxine. On ne saura jamais. Disons simplement que certaines épouses devinent quand leur mari prépare quelque chose.
J'ai quitté la prison en titubant. Victor, l'amour de ma vie, l'homme pour qui j'avais tout sacrifié, voulait me voler et m'effacer. Tout ce que j'avais vécu, la trahison de mon fils, la chute du yacht, les meurtres n'étaient que l'écho d'un premier crime qui n'avait jamais été puni. Mais maintenant, j'avais une dernière mission. Faire la lumière sur la mort de mon mari, et découvrir si je suis, moi aussi, une meurtrière sans le savoir. 2 semaines plus tard, j'ai fait exhumer le corps de Victor. Le FBI a rouvert l'enquête grâce à mes déclarations et à celle de Sandra Moral, qui, contre une réduction de peine qu'elle n'obtiendra jamais, a accepté de parler. Les analyses toxicologiques sont revenues hier. Digoxine en dose massive. Un médicament pour le cœur que Victor ne prenait pas. Injecté ou mélangé à son whisky préféré, impossible à détecter à l'époque à cause du Covid et de l'enterrement rapide. Victor n'est pas mort naturellement. Il a été assassiné. Et la seule personne qui avait accès à son verre chaque soir, qui connaissait ses habitudes, qui rangeait les médicaments dans la salle de bain, c'était moi. Je n'ai aucun souvenir d'avoir fait ça. Mais je n'ai aucun souvenir de ne pas l'avoir fait non plus. L'agent Rivera est venu à la maison hier soir, dossier sous le bras. Eleanor, il y a autre chose. On a retrouvé des mails cryptés sur un vieux disque dur de Victor. Il avait déjà transféré 80 millions sur un compte aux Caïmans. Il partait dans 3 semaines. Avec une femme. Une hôtesse de bord de 34 ans. Il avait même réservé les billets. J'ai regardé les photos jointes, Victor et elle, enlacés, à l'aéroport de Boston, 3 jours avant sa mort. Tout ce que j'avais cru être l'amour de ma vie n'était qu'un long mensonge. Et maintenant, la question qui me hante jour et nuit. Est-ce que mon subconscient a compris avant ma conscience ? Est-ce que j'ai tué mon mari pour me protéger sans même m'en rendre compte ? Je n'ai plus dormi depuis. Ce matin, Robert Kayla m'a trouvé dans le bureau de Victor, en larmes devant les rapports d'autopsie. « Mamie, pourquoi tu pleures ?» Je l'ai pris dans mes bras. Parce que parfois, mon trésor, même les gentils font des choses très graves quand on leur fait trop de mal. Il a posé sa petite main sur ma joue. « Mais toi tu es gentille. Tu m'as sauvée. » Oui. Je l'ai sauvé. Et peut-être que c'est ça, ma rédemption. Ce soir, j'ai pris une décision. Je vais tout raconter au FBI. Tout. Même si ça signifie une enquête pour meurtre sur ma propre personne. Même si ça signifie la prison. Même si ça signifie perdre Robert Kayla. Parce que la vérité, maintenant, est la seule famille qui me reste. Et si je suis coupable, je mérite ce qui m'attend. Mais si je suis innocente, alors il y a quelqu'un d'autre qui a versé la digoxine ce soir-là. Quelqu'un qui est toujours en liberté. Et qui sait que je suis en train de creuser. La boucle n'est pas fermée. Elle vient juste de se transformer en nœud coulant. Hier soir, je me suis rendue au bureau du FBI à Providence. Seule. J'ai apporté le rapport d'autopsie, les mailles de Victor, les analyses toxicologiques, et une lettre manuscrite de 10 pages où je raconte tout. Mes trous de mémoire de l'époque, les migraines soudaines, les nuits où je me réveillais sans savoir où j'étais, les semaines où Victor me disait que j'avais l'air fatigué et me préparait lui-même mon thé du soir. L'agent Rivera m'a écouté pendant 2 heures sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a refermé le dossier et m'a regardé longuement. « Eleanor, on a un problème. Les empreintes sur le flacon de digoxine retrouvées dans les affaires de Victor, ce sont les vôtres. Uniquement les vôtres. Et il y a une vidéo de vidéosurveillance de la pharmacie, vous, en personne, achetant ce médicament sous un faux nom 3 jours avant sa mort. J'ai senti mes jambes se dérober. Je ne me souviens de rien. C'est ce qu'on appelle un état dissociatif. Le cerveau protège la conscience en effaçant l'acte. Ça arrive dans les cas de trahison extrême. Votre subconscient a compris que Victor allait vous détruire, vous enfermer, vous voler, et il a agi. Elle a poussé une photo vers moi, manteau noir, chapeau enfoncé sur les yeux, à la caisse de la pharmacie. Le regard vide. J'ai pleuré pour la première fois depuis 5 ans. Donc, je suis une meurtresse. Rivera a secoué la tête. Non. Vous êtes une victime qui s'est défendue avant même de comprendre qu'elle était en danger. Le procureur fédéral refuse de porter plainte. Autodéfense anticipée. Affaire classée. Je suis rentrée à la maison à l'aube. Robert Kayla dormait encore. Je me suis assise près de son lit et je l'ai regardé respirer.
J'ai tué un monstre pour sauver ma vie. Mon fils a essayé de me tuer pour sauver la sienne. Et au milieu de tout ça, un petit garçon dort tranquille parce que, quelque part, la justice a fini par gagner. Je ne suis pas une héroïne. Je ne suis pas une criminelle. Je suis une femme qui a survécu à tous ceux qui ont voulu la détruire. Ce matin, j'ai brûlé la lettre que je n'enverrai jamais à Christopher. Il voulait me faire porter le poids de la mort de son père. Je refuse. Le passé est mort avec Victor. Le futur commence aujourd'hui, avec un petit garçon qui m'appelle Mamie, et qui n'aura jamais à choisir entre l'argent et l'amour. Je suis vivante. Je suis libre. Et pour la première fois de ma vie, je sais exactement qui je suis. Mais une dernière personne sait ce que j'ai fait cette nuit-là. Et elle vient de sortir de prison pour bonne conduite. 10 ans ont passé. Robert Kayla a maintenant 15 ans. Grand, sérieux, avec les yeux sombres de sa vraie mère. Il excelle à l'école, joue au baseball, et chaque année, le 18 mars, il dépose des roses blanches sur la tombe de Kayla Rivera et dit simplement « Je vis la vie que tu voulais pour moi ». Je n'ai plus jamais reçu de lettre de Christopher. Il est mort en prison il y a 3 ans. Crise cardiaque. Ironique. Lorraine, elle, a survécu. Réduction de peine pour bonne conduite. Elle est sortie il y a 6 mois. Hier, une enveloppe est arrivée. Pas de timbre. Pas d'adresse d'expéditeur. Juste mon nom écrit à la main. Dedans, une photo. Moi, il y a 10 ans, à la pharmacie, achetant la digoxine. Au dos, en lettres capitales. Tu sais ce que tu as fait. Il est temps de payer. Ce soir, à 23h17, on a sonné à la porte. J'ai ouvert. Lorraine se tenait sur le seuil. Plus maigre, cheveux courts teints en blond, mais le même regard froid. Bonsoir, belle maman. Derrière elle, 2 hommes en costume noir. Pas des policiers. Pas des avocats. Tu croyais que c'était fini, a-t-elle murmuré. Sandra Moral m'a tout raconté avant de mourir en prison le mois dernier. Tu as tué papa. Tu as tué Victor. Et tu t'es fait passer pour la victime parfaite. J'ai reculé d'un pas. Tu n'as aucune preuve. L'affaire est classée. Elle a souri. Le même sourire qu'au bord du yacht. J'ai mieux que des preuves. J'ai des témoins. J'ai des enregistrements. J'ai les mails que Victor t'avait envoyés avant de mourir, ceux où il te suppliait d'arrêter de le menacer. Mensonge. Tout était faux. Mais assez bien fabriqué pour ouvrir l'enquête. Assez pour me faire perdre Robert Kayla. Assez pour détruire tout ce que j'avais reconstruit. Qu'est-ce que tu veux? Ai-je demandé d'une voix que je voulais ferme. Tout. La maison. L'argent qui reste. Et surtout. Elle a regardé derrière moi, vers l'escalier où Robert Kayla descendait, alerté par le bruit. Mon fils. Il s'est figé en la voyant. Lorraine a tendu la main. Viens, mon chéri. Maman est revenue. Robert Kayla m'a regardé. Puis elle. Puis moi encore. Et il a répondu, calme, avec la voix d'un garçon qui connaît toute son histoire. Ma mère s'appelait Kayla Rivera. Elle est morte pour que je vive libre. Toi, tu n'es personne. Il a claqué la porte au nez de Lorraine. Les serrures électroniques se sont verrouillées. L'alarme s'est déclenchée. Les caméras que j'avais installées il y a 10 ans ont tout enregistré. Dehors, les 2 hommes ont reculé quand les gyrophares de police sont apparus au bout de l'allée. L'agent Rivera n'était jamais bien loin. Lorraine a compris trop tard. Cette fois, c'est elle qui va retourner en prison. Pour toujours. J'ai pris Robert Kayla dans mes bras. La boucle est enfin fermée. Et cette fois, personne ne la rouvrira jamais. Mais attendez, il reste une dernière vérité que Robert Kayla découvrira le jour de ses 18 ans. Le jour des 18 ans de Robert Kayla. J'ai attendu ce moment depuis des années. Ce soir, après le gâteau et les amis partis, je lui ai tendu une enveloppe scellée. C'est le dernier secret, mon trésor. Lis-la quand tu seras prêt. Il l'a ouverte devant moi. Dedans, un test ADN récent, réalisé en secret, et une lettre de ma main. Mon Robert Kayla. Tu sais déjà que ta vraie mère s'appelait Kayla Rivera et qu'elle est morte pour te protéger d'un monde cruel. Ce que tu ignores, c'est que ton père biologique,
ce n'est pas l'homme que la clinique t'a désigné. Quand j'ai fait exhumer Victor pour comprendre sa mort, le laboratoire a gardé un échantillon de son ADN au cas où. J'ai fait comparer cet échantillon avec le tien il y a 6 mois. Résultat, compatibilité 99,9998%. Victor Whitmore est ton père biologique. Comment est-ce possible? Kayla Rivera n'était pas une mère porteuse choisie au hasard. C'était la maîtresse de Victor. Il l'avait installée dans un appartement à Providence en 2018, lui promettant de quitter la vieille, moi, dès qu'il aurait transféré l'argent. Kayla est tombée enceinte. Victor a paniqué, un enfant illégitime aurait tout fait échouer. Il a forcé Kayla à signer le contrat de « don anonyme » avec Sandra Moral pour que l'enfant, toi, revienne ensuite à Christopher et Lorraine, par ricochet, à lui-même plus tard. Mais Kayla a voulu garder son bébé. Elle a menacé de tout révéler. Alors Sandra Moral a organisé sa « complication » à l'accouchement. Victor est mort avant de savoir que son plan avait fonctionné et que son propre petit-fils était vivant. Tu es l'héritier direct, le vrai, le seul. Christopher et Lorraine n'étaient que des pions. Ils pensaient voler mon argent. En réalité, ils volaient le tien. Tout l'empire Whitmore t'appartient de plein droit. Les trusts que j'ai restructurés après l'affaire portent déjà ton nom comme unique bénéficiaire à ta majorité. Je ne t'ai rien dit plus tôt parce que je voulais que tu grandisses libre, sans le poids de milliards sur les épaules. Mais aujourd'hui, tu es un homme. Tu peux choisir. Garder l'argent et continuer la fondation que j'ai créée en mémoire de Kayla, ou tout donner, ou vivre caché. Quoi que tu décides, je serai là. Parce que tu n'es pas seulement mon petit-fils adoptif. Tu es mon petit-fils de sang. Et le dernier cadeau de justice que la vie m'a fait. Robert Kayla a pleuré. Puis il m'a serré fort. Je garde tout, mamie. Et on va transformer Whitmore Shipping en fondation pour les mères célibataires et les enfants sans famille. En l'honneur de ma mère, et de toi. J'ai souri à travers mes larmes. La boucle est enfin, vraiment, totalement fermée. Personne ne nous volera plus jamais notre histoire. Merci d'avoir suivi ces 15 parties avec moi. Si cette histoire vous a touché, likez, commentez d'où vous regardez, et partagez-la. Parce que parfois, les morts reviennent. Et elles gagnent. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Abonnez-vous, vous ne le regretterez pas. Cœur rouge. 25 ans plus tard. Robert Kayla Whitmore, 43 ans, se tient sur le ponton privé de la maison de Newport, la même où le yacht Second Chance avait accosté il y a si longtemps. Il est désormais à la tête de la fondation Kayla Rivera, la plus grande organisation mondiale de protection des mères célibataires et des enfants orphelins de violences familiales. L'empire Whitmore Shipping a été entièrement converti en fonds philanthropiques. Plus un seul conteneur ne porte notre nom. Seule la bonté le fait. Je suis là, à 93 ans, dans mon fauteuil roulant, une couverture sur les genoux, mais l'esprit plus vif que jamais. Il s'agenouille devant moi. Mamie, aujourd'hui, on inaugure le nouveau bâtiment à Providence. Il portera ton nom, Centre Eleanor Whitmore pour les survivantes. Je lui prends la main. Et le tien, mon chéri. C'est toi qui as tout construit. Il sourit, les yeux brillants. Non. C'est toi qui as survécu pour que je puisse exister libre. Derrière nous, ces 3 enfants, 2 filles et un garçon jouent dans le jardin. Le plus jeune, une petite brune aux yeux sérieux, court vers moi avec un dessin, un bateau, une grand-mère et un petit garçon qui vole au-dessus de l'eau, porté par des anges. C'est toi et papa, mamie, dit-elle fièrement. Je ris à travers les larmes qui ne demandent plus la permission. Ce soir-là, lors de l'inauguration, Robert Kayla monte sur l'estrade devant des milliers de personnes. Cette fondation n'est pas seulement faite d'argent. Elle est faite de sang, de trahison, de survie et d'amour absolu. Elle est née d'une grand-mère qu'on a jetée à la mer pour 2,4 milliards. Et qui est revenue d'entre les morts pour sauver un bébé qui n'était même pas encore le sien. Cette grand-mère est là, ce soir. Levez-vous, mamie. Les projecteurs se braquent sur moi. La foule entière se lève. Applaudissements. Larmes. Cris d'amour. Je me lève lentement, aidé par Robert Kayla, et je regarde ces milliers de visages. Je n'ai plus besoin de parler fort. Le micro fait le travail. J'ai été trahi par mon mari. Trahi par mon fils. Traqué par des assassins. Mais aujourd'hui,
je suis la femme la plus riche du monde. Parce que j'ai une famille qui m'a choisie. Et que je n'ai plus jamais eu à acheter l'amour. La salle explose. Cette nuit-là, de retour à la maison, je m'endors pour la dernière fois dans le grand lit de Victor, mon lit. Je rêve que je nage dans l'Atlantique, mais cette fois l'eau est chaude, lumineuse. Kayla Rivera est là, jeune, souriante, qui me tend son bébé. Merci de lui avoir donné la vie que je n'ai pas pu lui offrir. Je prends l'enfant dans mes bras. Et je comprends enfin. Je ne suis jamais revenue d'entre les morts. Je n'étais simplement jamais vraiment vivante avant cela. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, partagez-la. Parce que tant qu'il y aura des grands-mères qu'on essaie de faire taire, il y en aura qui reviendront plus fortes. Et qui transformeront l'enfer en lumière. Fin. Ou peut-être pas. Après tout, les meilleures histoires ne meurent jamais. À très bientôt pour une nouvelle saga. Abonnez-vous, likez, et dites-moi dans les commentaires. Quelle partie vous a le plus bouleversé? Je vous lis toutes et tous. Je vous embrasse. Eleanor. Cœur rouge. L'année dernière, le 18 novembre exactement, je me suis éteinte doucement dans mon sommeil. 94 ans. Une belle mort, disent-ils. Paisible. Entourée des miens. Mais la mort, je le sais mieux que quiconque, n'est jamais vraiment la fin. Hier soir, la fondation Kayla Rivera a franchi le cap des 10 milliards de dollars redistribués. Robert Kayla, maintenant 50 ans, a annoncé la nouvelle lors du gala annuel au centre Eleanor Whitmore. Il a projeté une vidéo surprise. Mon visage est apparu sur l'écran géant. Une vidéo que j'avais enregistrée il y a 5 ans, au cas où. Si vous regardez ça, c'est que je suis enfin vraiment partie, ai-je dit en souriant. Ne pleurez pas. J'ai eu plus de vie que 9 chats. J'ai été épouse trahie, mère brisée, grand-mère ressuscitée, justicière, et enfin, libre. Tout ce que j'ai fait, survivre, me battre, aimer, je l'ai fait pour que plus jamais une femme âgée ne soit jetée à la mer pour son argent. Et pour qu'aucun enfant ne soit acheté comme un héritier de rechange. Vous êtes des milliers ce soir. Des survivantes, des enfants sauvés, des familles reconstruites. C'est mon vrai héritage. Pas les milliards. Vous. Alors, continuez. Continuez à choisir l'amour quand tout le reste hurle de choisir l'argent. Et si un jour quelqu'un vous dit que vous êtes trop vieille, trop fragile, trop finie, souvenez-vous d'Eleanor Whitmore. On m'a déclarée morte 3 fois. À chaque fois, je suis revenue plus forte. La mort n'a pas voulu de moi. Parce que je n'avais pas fini. Maintenant, si. Je vous aime. Tous. À bientôt, peut-être. La salle entière s'est levée. 10 000 personnes en larmes, debout, applaudissant la vieille dame qui avait défié l'océan et gagné. Robert Kayla a repris le micro, la voix brisée. Mamie n'est pas morte. Elle vit dans chaque femme que nous sauvons. Dans chaque enfant que nous protégeons. Dans chaque famille que nous reconstruisons. Elle avait demandé une dernière chose, que ses cendres soient dispersées là où tout a commencé. Demain, à l'aube, nous irons en mer. Là où elle est tombée. Là où elle a choisi de revenir. Ce matin, au large de Newport, le bateau de Marcus, oui, Marcus est toujours là, 97 ans et toujours capitaine, a stoppé les moteurs exactement à l'endroit GPS où j'étais passé par-dessus bord. Robert Kayla a ouvert l'urne. Le vent a emporté les cendres comme une pluie de lumière. Et dans le silence absolu, tous ont juré avoir entendu ma voix, portée par les vagues. Dis bonjour aux requins de ma part. Et dites-leur que cette fois, je rentre à la maison. Fin. Vraiment. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout de cette traversée. Si cette histoire vous a bouleversé, partagez-la, commentez, abonnez-vous. Parce que tant qu'il y aura des histoires comme la mienne, personne ne pourra jamais nous faire taire complètement. Je vous embrasse fort. Eleanor Whitmore. Une dernière fois, cœur rouge. Aujourd'hui, 18 novembre 2025. Exactement 1 an après ma mort. Robert Kayla, 51 ans, père de 3 enfants, grand-père lui-même désormais, a reçu un mail automatique que j'avais programmé il y a 10 ans chez un notaire suisse. Sujet, à n'ouvrir que le 18 novembre 2025. Dedans, une vidéo. Mon visage, ridé mais serein, filmé dans le jardin de Newport, avec l'océan derrière moi. Mon Robert Kayla.
Si tu regardes ça, c'est que tu as tenu la promesse. La fondation existe toujours, elle grandit, elle sauve des vies. Tu es l'homme que ni Victor, ni Christopher, ni même moi n'aurions osé rêver. Mais il reste une dernière vérité. La plus dure. Celle que je n'ai jamais pu te dire de vive voix. Ouvre le coffre de la Banque de Genève. Code, la date de naissance de ta vraie mère, Kayla. Dedans, tu trouveras mon journal intime. Les pages que j'ai cachées même au FBI. La nuit où Victor est mort, je n'étais pas en état dissociatif. J'étais parfaitement consciente. J'ai vu les billets d'avion. J'ai lu les mails avec sa maîtresse enceinte, ta mère. J'ai compris qu'il allait me faire interner, me voler, nous abandonner tous les deux. Alors j'ai pris la digoxine. Je l'ai versée dans son whisky. Je l'ai regardé boire. Et je l'ai regardé mourir. Je ne suis pas une victime qui s'est défendue par instinct. Je suis une meurtrière froide, calculée, qui a choisi la justice quand la loi n'existait plus. J'ai porté ce secret 63 ans dans mon cœur. Aujourd'hui, je te le lègue. Tu peux brûler ce journal. Ou le publier. Ou le garder pour toi. Quoi que tu décides, je t'aime. Et je suis fière de l'homme que tu es devenu malgré le sang qui coule dans tes veines. Le sang d'un père manipulateur. Le sang d'une grand-mère assassine. Et surtout, le sang d'une mère courageuse de 17 ans qui a tout donné pour toi. Tu es la preuve que même des origines pourries peuvent donner les plus beaux arbres. Je suis en paix. Dis bonjour au requin de ma part. Et vis, mon amour. Vis pour nous trois. Eleanor. Robert Kayla a regardé la vidéo jusqu'au bout. Puis il est allé à Genève. Il a ouvert le coffre. Il a pris le journal. Et il l'a brûlé. Parce que certaines vérités ne méritent pas d'être jugées par le monde. Seulement portées par ceux qui ont appris à transformer le poison en lumière. Aujourd'hui, la fondation Kayla Rivera porte 3 noms sur son fronton. Kayla. Eleanor. Et maintenant, en tout petit, Robert Kayla. Parce que même les monstres peuvent enfanter des saints. Et même les morts continuent de parler. Merci d'avoir été là jusqu'à la dernière vague. L'histoire est finie. Mais elle vit en vous maintenant. Partagez-la. Aimez fort. Et souvenez-vous. Parfois, les grands-mères qu'on enterre trop vite sont exactement celles qui reviennent. Pour sauver le monde. Je vous embrasse une dernière fois. Eleanor Whitmore. À jamais, cœur rouge. Le 18 novembre 2026. 2 ans jour pour jour après ma mort. Robert Kayla, 52 ans, a reçu un second mail automatique, programmé cette fois chez un notaire de Zurich. Sujet, à n'ouvrir que le 18 novembre 2026. Dernier mot. Il a ouvert le fichier vidéo, seul dans le bureau de la maison de Newport, là où tout avait commencé. Mon visage, plus âgé, plus apaisé encore, filmé 6 mois avant ma mort. Mon Robert Kayla. Tu as brûlé le journal. Je le savais. Tu as toujours eu le cœur plus grand que le mien. Mais il reste une toute dernière chose que tu dois savoir. Une chose que même moi je n'ai découverte qu'à la toute fin. Souviens-toi de la nuit où tu avais 5 ans et où tu m'avais demandé, les yeux pleins de larmes. Mamie, pourquoi les méchants veulent toujours plus d'argent? Je t'avais répondu, parce qu'ils ont oublié qu'ils allaient mourir. J'avais tort. Les méchants ne veulent pas l'argent. Ils veulent l'immortalité. Victor voulait effacer la vieillesse en m'effaçant moi. Christopher voulait effacer la mort en héritant avant qu'elle ne vienne. Sandra Moral voulait effacer le temps en collectionnant des vies qu'elle pouvait arrêter. Et moi je croyais que je me battais pour la justice. Mais au fond, j'ai fait exactement la même chose qu'eux. J'ai tué pour ne pas disparaître. J'ai survécu pour ne pas être oublié. J'ai construit une légende pour vivre éternellement dans tes souvenirs. Tout ce que j'ai fait, revenir d'entre les morts, détruire des empires, sauver des milliers d'enfants n'était qu'une autre façon de refuser la fin. Alors aujourd'hui, je te libère. Arrête de vivre pour moi. Arrête de vivre pour Kayla. Arrête de vivre pour réparer nos erreurs. Vis pour toi. Ferme la fondation quand tu seras prêt. Donne l'argent. Brûle les bâtiments. Oublie mon nom. Parce que l'amour véritable, le seul qui survive à la mort,
C'est celui qui accepte de disparaître pour que l'autre soit enfin libre. Je t'ai sauvé la vie. Maintenant, je te rends ta liberté. Va vivre, mon amour. Va vieillir. Va mourir un jour, paisiblement, sans chercher à laisser une trace. Les requins n'ont jamais voulu mon corps. Ils voulaient juste me rappeler que nous sommes tous poussière. Je t'aime. Et cette fois, je te le jure. Je ne reviendrai plus. Eleanor. À jamais libre. Robert Kyla a regardé la vidéo jusqu'au bout. Puis il a fermé les yeux. Et pour la première fois depuis 35 ans, il a pleuré sans retenue. Le lendemain, il a annoncé que la fondation Kyla Rivera continuerait, mais qu'elle ne porterait plus aucun nom de famille. Juste, Fondation des oubliés. Parce que les plus belles histoires sont celles qui acceptent de s'effacer. Pour que d'autres puissent commencer. Merci à vous tous qui avez suivi cette saga jusqu'à la dernière vague. L'histoire est terminée. Vraiment. Je vous embrasse une toute dernière fois. Et maintenant, je disparais. Eleanor Whitmore. 18 novembre 2026, Cœur rouge. Le 18 novembre 2035. 10 ans après ma mort. Robert Kyla a 60 ans aujourd'hui. Il est revenu seul à la maison de Newport, celle que la Fondation a transformée en musée vivant, maison des revenants. Des milliers de visiteurs y viennent chaque année pour entendre l'histoire de la grand-mère qu'on a jetée à la mer et qui a sauvé le monde. Il est monté au dernier étage, dans la petite pièce que personne n'ouvre jamais. Là, sur le bureau, un dernier courrier. Mon écriture. Cachet de 2025. Programmation finale chez un notaire de Reykjavik. Il a ouvert l'enveloppe avec des mains qui tremblent un peu. Une clé USB. Et une lettre d'une seule page. Mon Robert Kyla. Si tu lis ça, c'est que tu as tenu 60 ans sans moi. Je suis fier. Infiniment. Sur cette clé, une vidéo de 30 secondes. Ne la regarde qu'une fois. Ensuite, efface-la pour toujours. Je t'aime. Eleanor. Il a branché la clé. Écran noir. Puis mon visage, filmé le jour même de ma mort, dans mon lit, à peine un murmure. Mon trésor. Je t'ai menti une dernière fois. Je ne suis pas morte dans mon sommeil. J'ai choisi la date. Le 18 novembre. J'ai pris le même flacon de digoxine que pour Victor. Une dose douce. Paisible. Parce que j'avais fini mon travail. Parce que je ne voulais pas te voir me voir décliner. Parce que les revenants doivent savoir quand disparaître pour de bon. J'ai voulu que tu croies à une belle mort naturelle. Mais la vérité, la toute dernière, c'est que je suis partie comme j'ai vécu. En décidant moi-même. Et maintenant, je suis vraiment libre. Brûle cette clé. Brûle cette maison si tu veux. Oublie-moi. Vis. Vis jusqu'à ce que ton propre petit-fils te demande un jour. Pourquoi les histoires de grand-mère finissent toujours par l'océan? Et tu lui répondras. Parce que l'océan, c'est le seul endroit assez grand pour contenir tout l'amour qu'elle porte. Je t'aime. Dis bonjour aux requins de ma part. Et dis-leur que cette fois, je reste avec eux. Eleanor. 18 novembre 2025, 23h47. Robert Kyla a regardé la vidéo. Il a pleuré. Puis il a souri. Il est descendu au bord de l'eau. Il a jeté la clé USB dans les vagues. Et il a murmuré à l'océan. Au revoir, mamie. Cette fois, je te laisse partir. L'histoire est finie. Vraiment. Absolument. Définitivement. Merci à vous tous qui avez navigué avec moi pendant ces 20 parties. Vous êtes ma vraie famille choisie. Likez, partagez, commentez d'où vous avez regardé cette saga. Et surtout, aimez vos grands-mères. Tant qu'elles sont encore là pour vous le rendre. Je vous embrasse une toute dernière fois. Eleanor Whitmore. À jamais dans les vagues, Cœur rouge.